Good morning, everyone, and welcome to the thrilling event where we unveil the latest chapter in SIA's remarkable journey, SIA Engineer 25. As I stand here today, I can't help but feel a surge of excitement about the incredible year we've had and the bright future that lies ahead. Today, this is our second big release event this year. Just a few months ago, we launched SIA Engineer 24, which was one of our most successful releases ever with the highest and quickest adoption rate. Now, we're back with another groundbreaking version, SIA Engineer 25. But that's not all, because earlier this year, we announced our merger with Allplan, marking the beginning of an exciting new chapter. At Allplan, we're revolutionizing workflows and building bridges, offering a complete ecosystem that covers the entire design-to-build workflow. This merger isn't just about combining companies or products. It's about bridging gaps between workflows, between design and construction, between different stages of a project's lifecycle. For you, this means seamless integration, enhanced collaboration, and a more streamlined process from concept to completion, ensuring that your project's deadlines are met. Now, let's dive into SIA Engineer 25. This version embodies our commitment to unifying precision and performance, packed with powerful and advanced tools to help you tackle all types of projects more efficiently. We've implemented a new harmonic analysis that pushes boundaries. This allows you to save significant time by performing an analysis for an entire frequency range at once. Plus, you can now design more accurately using not just nodal harmonic loads, but also linear and surface loads. This means more precise vibration analysis for complex structures like bridges or high-rise buildings. Building also on the construction stages that we introduced in version 24, we now enable you to perform code checks in stages and, as well, an exciting new feature that we have the possibility now to conduct a stability analysis for every single stage. This ensures your designs are safe and compliant at every phase of the construction, reducing risks and potentially costly errors. We've also made major improvements to our 3D wind engine, changes that will allow you to do more accurate wind load calculations on your structures, including new types of structures like canopy roofs. And for our users who use US standards, SIA Engineer 25 brings the latest updates for AISC 360 and ASCE 7. This ensures your designs are always up to date with the most recent code requirements. And what if I tell you that you can now link analysis and steel detailing? Thanks to SAF, our structural analysis format, you can now export and import steel structures between SIA and SDS2. SDS2 is part of our Allplan portfolio as well, and is specialized in steel detailing. This integration streamlines your workflow, reducing errors in data transfer and saving you valuable time in your steel projects. And for more accurate concrete column design, for example, we have integrated SIA Engineer with our solution Freelo B5+. This will allow you to design your columns even more accurately than ever, taking into account fire design. And this is just a glimpse of what's new. There are many more exciting new features that my colleagues will tell you all about in a few moments. As we celebrated recently SIA's 50th anniversary this year, we're not just looking back, we're looking forward. We're excited about the possibilities that lie ahead as part of the Allplan family, and we can't wait to explore them with you. Thank you all for being here today. We have an exciting program lined up to show you how SIA Engineer 25 can transform your work. Let's dive in and discover the future of structural engineering together. Bonjour à tous, je suis Loïc Maffei, Account Manager chez SIA. C'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui à notre conférence en ligne. Le thème de cette conférence est Unifier précision et performance, une base qui reflète parfaitement notre engagement à fournir des solutions précises, efficaces et performantes à l'ensemble de nos utilisateurs. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement Jad El Alam pour cette merveilleuse introduction. C'est toujours un plaisir d'entendre notre directeur de produit et du Customer Success.
À présent, permettez-moi de vous donner un aperçu de ce qui nous attend aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous présenter les dernières fonctionnalités de CIA Engineer 25 présentées par Marco Di Biasio, notre responsable produit. Son expertise approfondie et son engagement envers le développement de nos produits vous apprendront sans aucun doute des informations précieuses sur les nouveautés passionnantes de notre logiciel. Après la présentation de Marco, Tarek Shaiban, notre Customer Success Team Leader, vous proposera une démonstration en direct de CIA Engineer 25. L'expertise de Tarek et son approche pratique vous aideront certainement à comprendre les applications concrètes de notre produit. Plus tard, nous entendrons également Nigel Rees, notre directeur produit cloud, qui abordera BIM+, et Autoconverter. Tout au long de notre conférence, nous vous encourageons à interagir avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Notre équipe d'experts CIA y répondra tout au long de l'événement. Nous organisons également une session de questions-réponses en direct plus tard. Encore une fois, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous espérons que cette conférence vous apportera des informations précieuses et des outils pour améliorer votre travail. En attendant, profitons ensemble d'une session enrichissante et engageante. Bonjour à tous et à nouveau bienvenue à la conférence de présentation de C-Engineer version 25. Dans cette présentation, nous allons voir rapidement les améliorations et les nouvelles fonctionnalités qui ont été implémentées dans cette nouvelle version de C-Engineer et nous sommes très contents de partager ce contenu avec vous. Vous allez voir que, un peu comme par habitude dans C-Engineer, aussi dans cette nouvelle version du logiciel, il y aura des améliorations pour tous les secteurs. Soit que vous faites principalement du résidentiel ou du non-résidentiel ou des structures de génie civil ou des ponts et ouvrages, vous trouverez dans cette nouvelle version de C-Engineer des fonctionnalités et des améliorations qui peuvent faire votre bonheur. Démarrons tout de suite avec les nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites en ce qui concerne l'analyse. Dans C-Engineer 25, un gros travail a été fait en ce qui concerne l'analyse des vibrations. Les vibrations dans les structures, que ce soit des bâtiments ou des structures de génie civil comme des passerelles et des ponts, sont des phénomènes qui peuvent avoir d'un côté un effet de disconfort pour les personnes qui sont dans les bâtiments, mais d'autre côté aussi peuvent avoir un effet nocif sur la structure elle-même, comme nombreux exemples de passerelles piétons nous ont enseigné. Les sources des vibrations peuvent être de type humain ou de type mécanique. Par exemple, on peut avoir des piétons qui se baladent sur une passerelle ou des personnes qui bougent à l'intérieur d'un bâtiment. Et d'un côté mécanique, tout ce que c'est pompe, moteur, ventilateur et en général machine tournante dans des bâtiments industriels, par exemple, peut être source de vibrations. Donc, afin de prendre bien en considération les effets de ces sources de vibrations sur les structures, nous avons introduit dans C-Engineer version 25 une nouvelle analyse harmonique. Cette nouvelle analyse harmonique permet d'un côté de calculer l'analyse harmonique par fréquence isolée et par intervalle de fréquence. Ça veut dire quoi? Que vous pouvez, si vous savez quelle est la fréquence d'excitation de votre machine tournante, par exemple, et vous savez que cette fréquence ne bouge jamais, vous pouvez faire un calcul exactement pour cette fréquence donnée, ou sinon, si vous avez une plage de fréquences, vous pouvez insérer la fréquence minimale, la fréquence maximale et les pas de fréquence, et le calcul ça sera fait d'un coup pour chaque fréquence donnée dans cet intervalle, et vous aurez automatiquement les résultats enveloppe. Aussi, cette fonctionnalité permet de modéliser des charges harmoniques en phase et déphasées. Cela permet de modéliser les situations de charges harmoniques les plus complexes. Ensuite, vous avez la possibilité de modéliser des charges harmoniques nodales, linéiques et surfaciques. Vous avez aussi la possibilité de modéliser un amortissement constant, mais aussi un amortissement de relais. Et enfin, vous avez la possibilité d'effectuer une signature automatique des charges harmoniques sur la base de la forme modale. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous avez à vous situer dans la situation la plus défavorable, que c'est celle-là dans laquelle la direction des charges harmoniques suit la forme modale, vous pouvez le faire automatiquement seulement en cochant une case, sans avoir besoin de modéliser les charges harmoniques dans différentes directions à la main. Je vous montre ça rapidement. Par exemple, si vous avez établi
et vous voulez modéliser une charge harmonique qui suive la forme modale, simplement, comme j'ai fait là, j'ai appliqué d'un coup une charge surfacique et après dans les menus dans lesquels j'ai pu spécifier les caractéristiques de la charge harmonique, j'ai dit que je vais faire une signature de cette charge harmonique sur la base du mode de vibration numéro 2 et je vais donner cette signature dans la direction Z. Et en faisant comme ça, la direction de ma charge harmonique s'est automatiquement adaptée à la forme modale. Vous voyez, là où la forme elle est positive vis-à-vis de l'axe Z, j'ai une application de charge positive. Là où la forme modale elle va au-dessus de l'axe Z, donc dans les cadrans négatifs, j'ai une valeur négative de la direction de la charge. Si j'aurais sélectionné une autre forme modale, j'aurais eu clairement l'application de la direction de la charge harmonique qui aura suivi. Donc, il n'y a plus besoin de faire ça à la main, donc segmenter la charge morceau par morceau, mais automatiquement, dans un coup, vous pouvez donner ça. Et pour les gens, par exemple, qui font des passerelles piétons, ça c'est exactement la méthode qui est demandée par les CETRA pour analyser ce type de passerelles. Mais l'application n'est pas seulement pour les passerelles, parce que de nombreux guides de design internationaux demandent de faire ça aussi sur les bâtiments. Donc, à partir de d'ici à 25, vous aurez cette fonctionnalité dans le logiciel. Quelqu'un d'entre vous peut-être se rappelle que dans des anciennes versions 32 bits de C-Engineer, il y avait déjà quelques possibilités de calcul harmonique, mais comme vous avez vu, la nouvelle solution développée dans C-Engineer version 25 est largement plus complète et plus puissante vis-à-vis de l'ancienne solution. Donc il y a vraiment un fort pas en avant sur les calculs dynamiques dans C-Engineer version 25. Ensuite, passons à une autre implémentation faite dans la version 25, que c'est quelque chose développé à partir des phases de construction et c'est la possibilité de calculer l'analyse de stabilité par phase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de C-Engineer version 25, vous aurez la possibilité de faire les calculs de stabilité sur une ou plusieurs phases de votre calcul phasé. Pourquoi faire ça? C'est parce que clairement, vous avez parfois la nécessité de montrer que votre structure elle est stable, mais pas seulement à la fin de la construction, quand la structure est terminée, mais aussi pendant la séquence de construction de cet ouvrage. Donc, simplement, si vous voulez utiliser cette fonctionnalité, vous sélectionnez lesquelles phases de construction vous voulez que soit l'objet d'un calcul de stabilité. Vous cochez la case de calcul de stabilité sur les phases de construction. Les combinaisons sont automatiquement créées. Les calculs, ça serait fait automatiquement. Vous aurez tous les résultats de stabilité, donc les alpha critiques et les formes de stabilité pour chacune des phases que vous avez sélectionnées. Enfin, en ce qui concerne les calculs, nous avons intégré dans C-Engineer 25 un nouveau graphique de convergence. Comme vous savez, dans le passé, nous avons dans les anciennes versions le graphique de convergence qui est montré dans la figure ici à gauche. Nous avons implémenté dans C-Engineer 25 un nouveau graphique de convergence qui clairement il a un fonctionnement différent vis-à-vis du passé parce que maintenant le calcul non linéaire il est parallèle, il n'est plus comme dans le passé que c'était séquentiel, un calcul démarré après que l'autre avait terminé. Donc maintenant vous pouvez avec cette nouvelle fenêtre de dialogue passer d'une combinaison non linéaire à l'autre, le graphique va changer. Vous pouvez sélectionner ce graphique une fois qu'il est terminé et l'exporter en Excel pour pouvoir regarder les détails. Vous avez l'information très intéressante qu'avant il n'y avait pas de quel est le pourcentage de chargement qui est appliqué à chaque incrément. Par exemple, ici vous pouvez voir que dans l'incrément numéro 3, il y a 60% de la charge qui est appliquée. Dans l'incrément numéro 4, il y a 80% de la charge qui est appliquée. Cette information est très utile, surtout quand les calculs n'arrivent pas au bout parce qu'il y a des problèmes de convergence, parce que très rapidement, vous pouvez savoir quelle est la charge que la structure est capable de supporter. Et aussi, vous avez d'autres fonctionnalités comme la possibilité de regarder pour chaque itération quelles sont les caractéristiques de déplacement des charges appliquées, etc. Donc, ça, c'était quelque chose qui était très demandé par les utilisateurs qui font du calcul non linéaire et maintenant, les graphiques de convergence, c'est finalement de retour dans C-Engineer. Je termine donc ici la partie relative à l'analyse et on peut passer à voir les nouveautés en ce qui concerne les résultats. Le travail fait sur la dynamique continue aussi dans la partie liée aux résultats. Nous avons en fait introduit dans C-Engineer version 25 un nouveau menu de résultats dynamiques détaillés.
Ce nouveau menu, il permet en effet de sortir les quantités d'accélération, vitesse et déplacement de la structure. Ces quantités peuvent être extraites pour tout type de calcul dynamique fait d'anciens ingénieurs, couramment donc calcul harmonique et calcul sismique par méthode modale spectrale. Ensuite, nous avons inclus dans le menu des résultats dynamiques détaillés la possibilité de sortir un tableau de résultats modal détaillés. Ce tableau, qui peut être sorti en format Excel ou en format PDF, englobe tous les paramètres de sortie du calcul modal et peut être utilisé pour calculer des spectres de plancher ou pour faire autres post-traitements sophistiqués. Nous avons aussi maintenant ajouté la possibilité de sortir pas seulement les résultats en format de pic, donc les valeurs maximaux, mais aussi les résultats en format RMS, donc les valeurs root mean squared, qui peuvent être très utiles, par exemple, pour les gens qui doivent juger du confort sous vibration des planchers, parce que ce sont les valeurs RMS qui sont souvent utilisées dans la normative pour mettre des seuils de confort pour les personnes. Il y a la possibilité aussi de sortir les résultats pas seulement dans les nœuds géométriques définis dans SIA, mais aussi dans tous les nœuds du maillage éléments finis qui ont été utilisés dans les calculs. Et finalement, il y a la possibilité de sortir les résultats pas seulement pour la superposition modale, mais aussi pour chaque forme modale isolée. Et finalement, en ce qui concerne les résultats, il y a désormais la possibilité pour les câbles de précontrainte de visualiser et de sortir en format tabulaire ou en format PDF les contraintes seulement sur une sélection de câbles ou sur un câble unique. Cette possibilité n'était pas donnée dans les versions précédentes. Maintenant, c'est quelque chose qui a été ajouté, qui a été très demandé par les utilisateurs qui font de la précontrainte. Et je termine la partie relative aux résultats avec cette amélioration très intéressante en ce qui concerne la note de calcul et en particulier la modification des images parce que désormais il y a cette possibilité qui a été très demandée que c'est la possibilité de faire l'édition de plusieurs images à la fois dans la note de calcul. Il y a deux possibilités nouvelles maintenant qui ont été introduites. La première, c'est la possibilité de sélectionner plusieurs images à la fois et changer le point de vue de cette image d'un coup pour toutes les images. Et la deuxième, très intéressante, c'est la possibilité de sélectionner plusieurs images et d'un coup changer les paramètres de visualisation pour toutes ces images d'un coup. Ça, c'est quelque chose de très puissant qui a été introduite dans CEngineer version 25. Je termine donc la partie relative aux résultats ici et on va maintenant passer à la partie relative au chargement. En ce qui concerne les charges, dans CEngineer version 25, le générateur de vent s'améliore encore. Il y a d'abord l'introduction de l'approche par coefficient de force en ce qui concerne les toitures isolées. Comme vous savez, jusqu'à maintenant, les toitures isolées pouvaient subir l'application du vent seulement avec une approche par coefficient de pression. L'Eurocode, en revanche, spécifie bien que le coefficient de pression est à privilégier pour le dimensionnement des éléments de toiture, mais pour ce qui concerne le dimensionnement de la structure globale, une approche en coefficient de force il est à préférer. Il conduit aussi à un dimensionnement plus économique. C'est pour ça que cette nouvelle approche a été introduite dans CEngineer version 25. Donc maintenant, l'utilisateur peut choisir dans les paramètres devant lesquels des typologies d'approche il veut utiliser pour les toitures isolées et les charges de vent seront générées par conséquent. Ensuite, il y a un nouveau algorithme de gestion des zones de vent superposées des toitures. Par exemple, si on se réfère à les images à l'écran, vous voyez qu'il y a des situations dans lesquelles il y a une zone superposée au coin de la toiture dans lesquelles on ne sait pas en effet laquelle dépression il faut utiliser. Est-ce qu'il faut utiliser la pression qui vient de la zone B ou la pression de la zone C? Parce que l'Eurocode à ce sujet, il est plutôt flou. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on faisait? On additionnait les pressions des deux zones sur le coin et donc on avait une surpression qui parfois elle conduisait à un dimensionnement anti-économique. À partir de maintenant, et comme suggéré par plusieurs guides de dimensionnement nationaux, on va prendre seulement la pression la plus défavorable et on va appliquer cette pression la plus défavorable dans cette zone du coin de la toiture. Et pour terminer avec le générateur de vent 3D, on a introduit dans CEngineer 25 la possibilité de prendre en considération la composante de frottement induite par le vent. Vous savez que l'Eurocode il spécifie très clairement quelle est la condition à satisfaire afin d'avoir à considérer la composante de frottement. C'est une condition basée sur la quantité de surface qui est parallèle à la direction du vent
et la quantité de surface qui est orthogonale à la direction du vent. Quand le rapport entre les deux il satisfait une certaine relation qui est écrite dans ce chapitre de l'Eurocode, il faut considérer la composante d'effort due au frottement. Donc, on a ajouté cette possibilité au générateur de vent de C-Engineer et à partir de maintenant, simplement l'utilisateur qui veut utiliser cette possibilité a seulement à sélectionner cette option dans toutes les données de vent des éléments et sélectionner la rugosité de la superficie donc de l'élément en question. Le générateur de vent automatiquement va calculer les composantes de frottement sur les éléments. Je termine donc la partie relative au chargement avec cette amélioration liée aux pontes et en particulier aux combinaisons de charges de température pour les pontes. En fait, afin de tenir compte correctement des charges thermiques dans les combinaisons de ponts, une distinction additionnelle a été ajoutée entre une charge de température uniforme et une charge de température de gradient. Et ces charges sont désormais combinées correctement conformément au chapitre relatif de l'Eurocode. Avec ça, je termine la partie relative aux charges et nous pouvons finalement passer à la partie des améliorations et des nouvelles fonctionnalités relatives au dimensionnement. La première entre elles, c'est l'introduction de la possibilité de faire du dimensionnement et du contrôle sur les phases de construction. Vous savez que jusqu'à présent, ce n'était pas possible sur les résultats des phases de construction de conduire un dimensionnement. À partir de C-Engineer version 25, vous pouvez effectuer donc des contrôles de dimensionnement sur un calcul phasé, que ce soit du dimensionnement acier, du dimensionnement béton armé ou du dimensionnement des éléments de bois. Vous pouvez sélectionner vis-à-vis de quelle phase vous voulez faire les dimensionnements, ou vous pouvez sélectionner aussi la possibilité de faire les dimensionnements et les contrôles sur toutes les phases d'un coup. Donc, avec ça, vous avez un flux de travail complet pour faire un dimensionnement des structures complexes qui nécessitent donc l'utilisation des phases de construction. Ensuite, il y a aussi l'introduction de la dernière version du code de dimensionnement américain, le AISC 36022. Donc, à partir de maintenant, les gens de vous qui font des dimensionnements des bâtiments aux États-Unis, mais pas seulement, parce qu'il y a beaucoup de pays à l'international dans lesquels il faut utiliser les codes américains. Donc, je pense par exemple à la péninsule arabique. Et vous pouvez désormais utiliser la nouvelle version donc, des codes de dimensionnement assez américains. Clairement, à côté de ça, nous avons aussi introduit la dernière version du code américain en ce qui concerne les combinaisons d'actions. Et finalement, en ce qui concerne les dimensionnements, nous avons apporté plusieurs améliorations au catalogue de sections. Il y a eu la mise à jour de la librairie des profils américains, la mise à jour de la librairie des profils des sections brésiliennes, et il y a aussi l'ajout d'une nouvelle section paire de typologie NL avec une configuration différente vis-à-vis de la section qui était déjà présente. Et finalement, je vais conclure cette présentation avec cette dernière amélioration que c'est la création d'un lien avec le logiciel Frilo B5 Plus. Le logiciel Frilo B5 Plus, c'est un logiciel qui permet de faire les dimensionnements et les contrôles des poteaux en béton armé. Il y a un intérêt particulier de ce module couramment, c'est parce qu'il offre la possibilité de faire les dimensionnements et les contrôles vis-à-vis du feu, possibilité qui couramment n'est pas offerte par C-Engineer lui-même. Donc pour les gens qui sont intéressés à cette fonctionnalité, vous pouvez la faire avec le module de Frilo B5 Plus. Donc j'ai conclu la présentation ici. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation avec les prochaines présentations. Merci Marco pour cette présentation éclairante sur les nouvelles fonctionnalités de SIA Engineer 25. Nous avons Gino avec nous qui est là pour répondre à certaines de vos questions. Gino, parmi les nouvelles fonctionnalités, lesquelles penses-tu être la plus importante pour le travail au quotidien des ingénieurs structure? Alors moi, j'apprécie vraiment les nouvelles améliorations apportées au moteur de charge de vent en 3D, comme les forces de flottement, et aussi les améliorations apportées à la note calcul. Ces éléments ont été demandés par beaucoup d'utilisateurs et maintenant c'est dans la version.
D'accord. Il semble qu'une grande attention a été portée aux phases de construction pour le développement de CI Engineer 25. Peux-tu nous dire quels segments de construction bénéficieront principalement de ces améliorations ou pour quel type de structure cette approche est-elle la plus nécessaire? Je pense que différents segments de la construction vont bénéficier de ce nouveau développement. Par exemple, pour les bâtiments à plusieurs étages, il sera possible d'effectuer des analyses et des contrôles à chaque phase de construction. D'autre part, il y a aussi les structures civiles comme les ponts. Et là, en particulier, l'analyse de la stabilité pourra être effectuée pour une phase spécifique de la construction. Ceci vous donnera une meilleure idée du comportement de la structure et cela aidera donc beaucoup nos utilisateurs. Ok, top. Merci Gino. N'oubliez pas que vous avez encore l'occasion de poser vos questions dans le chat. Nos équipes se feront un plaisir d'y répondre. Il est maintenant temps de passer à Tarek qui va nous faire une démonstration de CI Engineer 25. Bonjour à tous. Donc, dans cette présentation, nous allons montrer les nouveautés principales directement dans CI Engineer. Nous allons commencer par les développements liés aux phases de construction et plus spécifiquement les contrôles normatifs qui sont désormais possibles. Donc, depuis CI Engineer 24, nous avons développé les phases de construction pour la partie analyse et exploitation des résultats. Maintenant, nous allons pouvoir aussi effectuer des dimensionnements et des contrôles par phase. Nous allons commencer par un exemple d'une structure modélisée de deux manières. À gauche, on la voit d'une manière standard. À droite, elle a été modélisée avec des phases de construction. Donc en fait, pour la structure de droite, nous avons pu ajouter les étages phase par phase. Donc à la phase 1, premier étage, etc. On commence à voir les étages se rajouter au fur et à mesure. Alors que pour la structure à gauche, on l'a simplement rajouté à la dernière phase ST11. En plus, nous avons aussi utilisé des modificateurs de matériaux dans ces phases-là. C'est-à-dire, dans la première phase, le matériau va être considéré comme étant béton à peu près frais, donc qui a seulement été coulé il y a 7 jours. Donc, pour cette phase-là, le matériau utilisé va avoir une réduction de sa rigidité. Pour chaque phase, puisque chacune va être créée sur une durée de 7 jours, on va voir qu'on va avoir du béton qui aura 7 jours, 14, 21 ou 28 jours. Et donc, on va pouvoir associer à chaque phase et pour chaque élément qui a été rajouté, la bonne modification liée à la rigidité du matériau béton. Et donc, ça, c'était les groupes qu'on va avoir pour chaque phase. Et donc, on peut voir les modifications exactes qui ont été faites pour chaque type de matériau. Donc, en fait, on voit qu'à 7 jours, on va réduire notre rigidité de 40%, on utilise seulement 60% de la rigidité. Au bout de 14 jours, on atteint 90% de notre rigidité. À 21 jours, c'est 95%. Et à 28 jours, c'est là où on atteint 100% de la rigidité du matériau. Donc vous voyez ici, on a 4 configurations par matériau. Donc chaque matériau est associé à des éléments béton qui sont ajoutés à un étage donné. Et par rapport aux sections, nous avons créé des sections pour les poteaux, les poutres et la poutre de transfert. Les dimensions sont les mêmes pour tous les étages, mais chaque étage va avoir un matériau différent pour qu'on puisse lui associer les bons modificateurs de rigidité. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais lancer une analyse phasée, une analyse classique. Nous allons donc commencer à regarder les résultats. Je vous propose d'abord de voir la résultante des réactions. Donc on va d'abord voir la résultante sous poids propre pour la structure non phasée. Donc là, on voit qu'on a une valeur de 606 kN. Pour le poids propre, si je demande le résultat pour toutes les phases avec la classe ToELS, on a également la même valeur. Et par rapport à l'autre structure, j'ai un autre filtre pour les appuis appartenant à cette Donc ces résultats structure-là, étaient et on présentés voit pour la qu'on a structure phasée. exactement la même Maintenant, je vais les valeur, montrer ce qui également prouve pour qu'on a la appliqué les structure mêmes standard. charges sur les On deux voit qu'il y a une structures. vraie différence dans le Maintenant, calcul nous du allons voir les variage résultats théorique des efforts et internes au niveau de sa la poutre de méthodologie finale. transfert.
Donc on On va va également comparer le pouvoir moment montrer MY les pour toutes les armatures classes transversales nécessaires. entre les deux Donc on voit qu'il y structures. a Et on également voit une qu'on n'a légère pas les différence mêmes à valeurs. ce Donc niveau-là. ça prouve que le fait de réaliser une analyse phasée a un Et ensuite, impact on va sur les montrer le efforts ferrage défini qui calculés se base dans sur les le éléments modèle de la de structure. ferrage qu'on conçoit Nous allons dans donc SIA. maintenant Et on passer à va la voir nouveauté qu'on principale va qui est la également avoir conception une béton disposition par différente. phase. Donc je Donc vais pour aller la d'abord structure avec les demander phases la de construction, conception du nous allons ferraillage avoir pour les besoin d'un poutres de renforcement transfert dans les supplémentaire deux pour modèles. certaines zones. Donc je choisis avec ma sélection nommée les poutres et je vais faire ça à la dernière phase, la phase ST11, avec bien sûr la classe EALU. Et je vais d'abord donc demander le ferrillage longitudinal théorique. Les premiers résultats sont montrés pour la poutre du modèle phasé seul. Maintenant, je demande aussi le résultat du ferraillage requis pour la poutre du modèle standard et on voit qu'il y a différence au niveau du ferraillage longitudinal. Et on va également montrer les résultats nécessaires pour le ferraillage transversal. Il y a également une légère différence entre les deux modèles. Et on peut également montrer le ferraillage défini, qui lui se base sur un modèle de ferraillage établi dans SIA Engineer. Et on peut voir que dans la poutre du modèle phasé, on va avoir besoin d'un ferrage additionnel. Donc il y a un renfort, par exemple, d'une armature en plus dans la partie centrale de la poutre de transfert. Et on va voir aussi qu'on peut bien sûr montrer le ferrage transversal proposé, qui lui va être assez similaire dans ce cas-là. Je peux également, bien sûr, comme d'habitude, montrer la sortie de la conception et du contrôle. Donc on peut le faire avec une sortie détaillée. Donc on voit ici toutes les références aux eurocodes, les formules utilisées, le tableau des efforts, le ferraillage proposé, et ensuite on va voir également le contrôle du diagramme d'interaction, etc. Tout est détaillé dans cette note-là, et comme d'habitude, on peut bien sûr aussi demander une sortie brève ou une sortie résumée sur une page de ce contrôle. Ensuite, ce que je peux faire, c'est cliquer sur Conversion en barre réelle pour transformer ces armatures en armatures réelles dans le modèle. Et je vais venir isoler cette partie-là de la structure. Maintenant que cette poutre a été ferraillée avec un ferraillage réel, nous allons pouvoir faire les contrôles béton normatifs sur cette partie-là. Nous allons donc commencer par un contrôle à l'EALU. Donc, je vais faire le contrôle pour la classe qui contient toutes les combinaisons à l'EALU pour toutes les phases. Le contrôle est donc bien vérifié, ce qui confirme que la conception a été bien faite. Nous allons maintenant faire le contrôle EALU plus EALS. Cette fois-ci, le contrôle n'est pas vérifié. On peut aller demander une sortie brève du contrôle pour voir ce qui n'est pas vérifié. Et effectivement, c'est le contrôle de l'ouverture de fissure qui n'est pas bonne. Et on va donc pouvoir aller faire un contrôle spécifique de cette ouverture de fissure. Donc, je vais le faire pour toutes les phases. Et on va demander une sortie détaillée. Donc cette sortie détaillée va inclure toutes les formules et les références et ça va nous aider à comprendre quelle est l'origine du problème et pouvoir trouver une solution. Donc on peut agir sur ce ferraillage qui est présent. Donc je peux aller éditer le ferraillage. Je sais que le problème vient de mon ferraillage longitudinal en partie basse. Je vais passer à 2 armatures au lieu d'une seule. Pareil ici, je vais augmenter également le diamètre utilisé. Je passe à du Phi 25 et je relance mon contrôle de l'ouverture de fissure. Et cette fois-ci, le contrôle est bien vérifié. Et une dernière chose intéressante, si je fais le contrôle à la première phase, par exemple, et que je demande la note de calcul, on peut voir que le module Young utilisé de 19,4 gigapascal n'est pas le module Young complet du béton, c'est bien le module Young corrigé avec 60% de la rigidité au bout de 7 jours. Et pour conclure cette partie-là, voici un tableau comparant le ferriage requis entre le calcul standard et la structure qui a été calculée avec les phases de construction. Et on voit que pour cette dernière, il y a un ferraillage requis plus important au niveau supérieur et inférieur et un ferrage transversal assez similaire que dans le calcul standard.
Nous allons maintenant montrer l'application des phases de construction sur une structure en 3D. Donc comme tout à l'heure, nous avons à gauche un modèle avec un calcul standard et à droite un modèle avec des phases de construction. Donc comme tout à l'heure, nous avons créé une phase par étage, comme on va le voir ici, mais effectivement, nous allons pouvoir bien sûr créer des phases différentes. On peut dire que la première phase, ça va être les murs avec les poteaux, on va rajouter la dalle après, etc. Ou peut-être juste en fait avoir la cage d'ascenseur, puis rajouter les autres éléments au fur et à mesure. Et comme pour la structure avec des aimants filaires, nous allons également bien sûr pouvoir appliquer des modificateurs de matériaux différents par phase pour simuler l'évolution de la rigidité du béton avec le temps également. Nous allons maintenant donc commencer par une analyse liée aux efforts internes. Donc je vais isoler une partie qui m'intéresse de cette manière-là et on va aller voir les efforts internes 2D dans notre élément. On voit ici qu'il y a une légère différence entre les résultats obtenus entre le modèle standard et le modèle avec les phases de construction. Et cette différence se situe surtout dans la zone où on trouve la poutre de transfert. Et également, comme on l'a vu dans le modèle précédent, on va pouvoir aller faire la conception du ferraillage 1D dans les phases de construction. Donc je vais aller demander ça pour les poutres de transfert. Et on voit que pour la poutre qui a été calculée dans le modèle phasé, le ferrage longitudinal requis est plus important que celui de la poutre calculée avec le modèle standard. Nous pouvons également bien sûr faire la conception béton pour les éléments plaques. Donc on va changer d'orientation et on va voir que dans cette partie-là, on va également pouvoir demander le ferrage théorique pour nos plaques. Donc on voit qu'il y a une différence entre le calcul obtenu dans les phases de construction et celui obtenu avec les calculs standards. Donc je peux changer également de lit. Là, je regardais la face inférieure. Je vais regarder plutôt également la face supérieure. On voit qu'il y a toujours des petites différences. C'est surtout dû au fait que dans l'analyse phasée, on va prendre en compte la vraie rigidité à chaque phase quand on rajoute les éléments au fur et à mesure, alors que dans le calcul standard, on prend la rigidité complète de la structure dès le départ. Et donc, on peut également, bien sûr, visualiser la sortie sous forme de tableau qui va nous donner un aperçu global du ferraillage requis sur les deux faces et dans les deux directions principales dans toutes les zones de la plaque. Et voici également un tableau qui compare le ferrage requis calculé dans le modèle standard et dans le modèle phasé. On voit qu'il y a également dans ce cas-là une nécessité plus grande de ferraillage dans le modèle phasé, surtout dans la zone qui entoure la poutre de transfert. Maintenant, on va isoler la dalle du modèle avec les phases de construction et on va aller dans la partie conception du ferriage de nouveau. Mais cette fois-ci, on va vérifier que le ferriage proposé est bon. Donc, on peut demander un taux de travail pour le ferriage que nous avons vu tout à l'heure. On voit qu'on a du vert et du gris, donc le contrôle est vérifié partout. Et en fait, ça veut dire que le modèle proposé dans CI Engineer va être suffisant pour couvrir le ferraillage théorique. Et donc ce modèle, on peut le vérifier dans la partie définie. Donc on peut voir qu'on a proposé du Phi 16 tous les 150 mm dans les deux directions et sur les deux faces inférieures et supérieures. Ce qui veut dire que je peux maintenant placer un ferraillage réel dans ma plaque pour pouvoir faire les contrôles normatifs derrière. Donc je vais mettre du Phi 16 tous les 150 dans les deux directions. Je vais l'appliquer au niveau inférieur et au niveau supérieur, bien sûr. Donc maintenant, je peux aller dans la partie contrôle. Je commence par le contrôle des ouvertures de fissures. Donc je peux le faire pour ce ferriage utilisateur et je peux demander une unité de contrôle qui me permet de vérifier que les ouvertures qui pourraient apparaître sont plus faibles que la limite admissible. Donc là, on voit qu'il y a du vert qui apparaît dans les zones où les fissures se développent, mais la valeur de ces fissures, d'ouverture de fissures, est plus faible que la valeur
admissible et on peut bien sûr également demander la valeur de cette ouverture en millimètres dans la plaque. Je peux bien sûr également demander une sortie détaillée du contrôle. Donc là, comme d'habitude, on va avoir les références aux eurocodes et toutes les informations avec les efforts internes, les contraintes et tout ce qui a été vérifié. Je peux également, bien sûr, faire un contrôle du poinçonnement. Donc, par exemple, ici, je peux vérifier que le poinçonnement autour de ce poteau est vérifié. On a une valeur de 79% de taux de travail, donc le contrôle a bien été vérifié pour ce poteau-là. Maintenant, une dernière vérification qui est possible, aussi avec un calcul phasé, c'est la capacité en flexion qui peut être vérifiée à l'EAU. Donc, je vais faire cette vérification pour toutes les phases. On voit qu'on a une couleur verte qui apparaît, donc le contrôle est bon, comme on l'a vu tout à l'heure dans la partie conception du ferraillage. Et cette fois-ci, ce contrôle a été fait avec le ferrage réel qu'on a placé des ficelles tous les 150 que nous avons introduit tout à l'heure. Je peux également ici montrer les valeurs de résistance calculées, comme le MRD2, le MRD1, donc dans les deux directions principales, on peut obtenir les moments résistants. Et je peux bien sûr demander une sortie du contrôle. Ici, on peut voir le ferrage qui est représenté, les efforts internes calculés, les résistances calculées dans les deux directions, le diagramme d'interaction, on voit qu'on se trouve bien à l'intérieur de ce diagramme. Nous allons maintenant passer au deuxième sujet de cette présentation qui est lié aux améliorations au niveau du générateur du vent 3D. Nous avons donc rajouté deux nouvelles options, la possibilité de générer les efforts de frottement et d'utiliser la méthode de l'effort global au lieu d'utiliser la méthode de la pression nette. Donc nous allons voir ça directement dans SIA Engineer. Donc dans cet exemple-là, nous avons un modèle pour lequel les quatre charges de vent sont déjà créées et le vent est déjà généré. Et on va pouvoir voir qu'on va pouvoir aller dans la partie des données de vent et on vérifie ici qu'on utilise la méthode de la pression nette par défaut. Donc si on va plutôt dans les paramètres de l'annexe nationale, on va pouvoir choisir une méthode différente, donc celle de l'effort global. Une fois que c'est fait, nous allons pouvoir générer le vent de nouveau. Et on voit cette fois-ci qu'on va obtenir plutôt une charge linéaire par 4 charges. On va pouvoir parcourir ces différents cas de charge, on va voir que c'est bien créé comme on s'y attend. Maintenant, concernant la deuxième nouveauté, si je reviens dans les données du vent, on peut s'apercevoir que par défaut l'effort de frottement est décoché. En le cochant, on va pouvoir appliquer un type de surface lisse, rugueux ou très rugueux. On va tester d'abord avec lisse, donc je vais régénérer euh, les vents. Et maintenant, en parcourant les différents cas de charge, on va voir qu'il y a une part de la charge qui est de type frottement. Et ensuite, on va pouvoir changer de type. Donc, je vais mettre très rugueux, par exemple. Je génère de nouveau. Et on voit que maintenant, on obtient une valeur plus importante. Passons maintenant à la troisième nouveauté qui est liée aux analyses dynamiques, où on a rajouté les possibilités d'analyse harmonique et vibratoire. Et je vous propose de voir un exemple concret dans SIA Engineer. Donc, dans cet exemple d'une petite passerelle, j'ai un modèle où j'ai deux cas de charge, le poids propre et le cas de charge qui représente la présence des piétons. Et pour appliquer l'analyse harmonique, il faut activer cette fonctionnalité dans les paramètres du projet. Donc, du moment que j'active la fonctionnalité dynamique, l'analyse harmonique est cochée par défaut. Donc, dans ce modèle-là, il faut bien sûr qu'on crée les groupes de masse d'abord. Donc, on a un groupe associé au poids propre, un autre groupe associé au piéton. Et on a aussi la combinaison de groupes de masse qui est créée où on a les deux groupes qui sont combinés. Ensuite, nous allons lancer une première analyse, une analyse linéaire et une analyse des fréquences propres. Donc, à la fin de cette analyse, ce qu'on peut faire, c'est aller vérifier les déplacements 3D. Donc, ici, je vais cacher les masses. Et on peut voir le déplacement pour une combinaison de masse et pour un mode donné sous cette combinaison-là. Donc, on peut voir par exemple le premier mode qui a une fréquence de 1,92 Hz.
on voit le déplacement sur le deuxième mode aussi et le troisième mode. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller au niveau des cas de charge. Et à ce niveau-là, on va pouvoir créer un nouveau cas de charge de type harmonique. Donc, je vais nommer ça harmonique. Dans le type, il faut qu'on mette le type dynamique. Et là, on choisit bien sûr le type harmonique. Donc, au niveau de la méthode de calcul, on a le choix entre superposition modale et harmonique complète. On va garder la méthode superposition modale pour l'instant. Et par rapport à l'amortissement, on a également deux choix, soit l'amortissement de Rayleigh, soit l'amortissement constant. Dans l'amortissement de Rayleigh, on va pouvoir adopter en fait une gamme de fréquences. Et en fonction de ceci, il va pouvoir nous calculer les coefficients d'amortissement. On va plutôt choisir ici un amortissement constant. On va garder les 5%. Et il y a également un choix au niveau de la division de la période pour la sommation. Donc on peut choisir nous-mêmes la valeur qu'on souhaite. On peut garder dans ce cas-là 72 qui est une valeur appropriée. Et il y a l'option de signer les résultats. On va voir ça dans un instant également. Et au niveau, signer les charges plutôt. Et au niveau des fréquences, je vais prendre l'hypothèse ici que les piétons avancent une fréquence de 4%. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer aussi deux autres variantes de ce cas de charge-là avec la signature des charges. En fait, non, notre premier mode, il est apparu à 2 Hz, donc il ne va pas être très prépondérant pour ce cas de charge-là, mais le deuxième et troisième mode s'y rapprochent un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une charge du même type. Donc on va copier cette charge-là. Et dans cette charge-là, on va plutôt signer les charges par rapport au deuxième mode. Et on copie une deuxième fois, et cette fois-ci, on va signer les résultats par rapport au troisième mode. Et donc maintenant, on va placer les charges dans ces cas de charge-là. Ça va être la même charge que la charge qu'on avait vue dans le cas de charge piéton, donc 2 kN par mètre carré, qu'on va appliquer de la même manière dans les trois cas de charge. Et maintenant, je peux lancer l'analyse. Et comme vous le voyez, depuis la version 24, c'est une analyse avec un solver en parallèle. Maintenant, si on va au niveau des résultats, au niveau des déformations 3D, pour le cas de charge piéton, on a un déplacement maximal de 45 mm. Si je prends la première harmonique, j'aurai un déplacement plus faible, donc avec un maximum de 15,9 mm, parce que la fréquence adoptée pour ce cas de charge-là n'est pas vraiment la fréquence qui mènerait à une résonance. Donc si je regarde plutôt le deuxième cas, harmonique 1, là on va voir qu'on va retrouver une forme qui ressemble au mode 2 pour lequel que j'ai utilisé pour signer ce cas de charge-là, et on voit que l'intensité du déplacement est plus grande. Et pareil pour l'harmonique 2, je retrouve une forme qui ressemble au mode 3, et ici on voit qu'on a un déplacement maximal de 40,7 mm cette fois-ci. Donc cette signature des charges me permet d'avoir des cas intéressants où on pourrait en fait combiner des cas particuliers. Par exemple ici, si je reviens dans mes cas de charge, je peux copier ce cas de charge harmonique 2. Donc j'aurai le cas de charge harmonique 3. Je vais cette fois-ci désactiver la signature de la charge. Mais ce que je vais faire, c'est en fait changer la création de ma charge pour avoir une forme qui suit un petit peu le mode 3 qu'on a utilisé pour signer les charges. Donc, je vais créer une charge surface équilibre de 2 kN par mètre carré pardon, dans cette zone-là pour avoir l'effet du soulèvement de la plaque dans cette zone, et puis du moins 2 kN par mètre carré dans le reste de la plaque. Donc, si je recalcule mon modèle, je reviens dans les déplacements 3D. Tout à l'heure, donc, avec le mode 2, on avait obtenu 40,7 mm. Avec l'harmonique 3, on obtient exactement la même valeur sans signer les résultats, mais plutôt en adaptant le signe de la charge.
Donc, ce qu'on avait vu pour l'instant, c'était pour la fréquence de 4 Hz. Mais qu'est-ce qui se passerait si on prenait une fréquence plus proche des modes qu'on avait obtenus? Donc maintenant, je vais passer à une fréquence de 3,5 Hz pour mes 3 cas harmoniques ici. Et maintenant, si je relance l'analyse, si je regarde les déplacements 3D pour l'harmonique 2, on voit qu'on a eu un déplacement beaucoup plus important et on aurait atteint la résonance dans ce cas-là. Donc, afin d'éviter de passer à côté de fréquences intéressantes qui pourraient être les plus critiques pour notre structure, on peut passer par l'autre type d'analyse qui a été développée, c'est l'analyse vibratoire qu'on peut également cocher dans les fonctionnalités du modèle. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est au niveau des cas de charge, donc pour les 3 premiers cas que nous avions créés, on va pouvoir choisir, au lieu du type harmonique, on va choisir la plage harmonique cette fois-ci. Je peux spécifier une plage de fréquence minimale. Donc là, on va commencer à 3 Hz. On va monter jusqu'à 5 Hz ici, avec un pas de 0,1. Et maintenant, je vais pouvoir lancer une analyse complète. Donc pour chaque configuration, il a créé un ensemble de cas de charge. Donc ce qu'on va faire, on va créer des classes des résultats qui contiennent tous ces cas de charge-là. Donc par exemple, pour le premier cas de charge harmonique, on va regrouper ça ensemble dans une classe qu'on nomme H0. On va faire pareil pour les deux autres types, donc pour l'harmonique 1 et l'harmonique 2. Maintenant, nous allons pouvoir regarder les déformations pour une classe entière. Donc, si je demande la classe H0, on voit ici que la déformée maximale, c'est 33,8 mm, alors que bien sûr, si on regarde la classe H2, là, on obtient les 165,6 mm que nous avons vus tout à l'heure, et on peut savoir pour quelle fréquence on l'a obtenu si on demande la note de calcul. Après, on peut aussi voir la classe H1, et effectivement, c'est cette classe-là qui va nous donner le déplacement le plus important avec 302 mm. Ce qu'on peut également montrer comme résultat peut être trouvé dans Dynamique détaillée. Par exemple, si on choisit une combinaison de groupes de masse, on a accès pour chaque fréquence au déplacement normalisé. Donc par exemple, je peux demander UZ pour le mode 1 dans ce cas-là. Et si on choisit plutôt un cas de charge, donc ça doit être un cas de charge dynamique, par exemple, je peux prendre l'harmonique 1 pour la deuxième fréquence, je peux demander des déplacements, des vitesses ou même des accélérations. Donc en termes de déplacement, UZ, on peut voir ces valeurs-là. Ensuite, on peut aussi demander les vitesses en mètres par seconde, bien sûr, et les accélérations en mètres par seconde carré. Et pour conclure cette partie-là, voici un petit tableau résumant les différentes déformations calculées avec l'analyse linéaire, l'harmonique pure ou l'analyse harmonique avec la plage harmonique, donc l'analyse vibratoire. Et on peut voir que cette analyse vibratoire est très intéressante parce qu'elle va permettre toujours de couvrir les cas de résonance, puisqu'en fait, une grande plage de fréquences est couverte. Et c'est vraiment intéressant dans le sens où si la géométrie de la structure varie, la fréquence où on devrait avoir la résonance peut varier. Donc, ceci permet de ne pas passer à côté de cette fréquence-là non plus. Le dernier développement dont nous aimerions vous parler concerne l'interopérabilité entre les logiciels SIA et Frilo, et plus spécifiquement le module B5+ de Frilo qui permet la conception et la vérification au feu de poteaux en béton armé. Donc en fait, dans SIA Ingénieur, nous pouvons maintenant chercher dans la barre de recherche ce lien-là qui s'appelle poteau en béton armé Frilo et se trouve également dans le menu outils externes dans la partie dimensionnement. Et on peut le faire glisser et également le rajouter bien sûr dans notre menu de raccourci. Donc ce module permet de sélectionner un poteau dans SIA et de l'exporter vers l'outil B5+. Donc voici à quoi ressemble le modèle dans l'outil B5+.
Donc ici, nous avons récupéré la géométrie depuis CEngineer ainsi que les efforts internes, et cet outil va nous permettre donc de faire la conception du ferraillage et ensuite de faire des vérifications à l'Eurocode, dont des vérifications liées au feu. Donc ici, vous voyez, on peut parcourir les différents menus du logiciel, on peut voir les conditions limites, nous pouvons voir également les efforts internes que nous avons récupérés depuis CEngineer. Ensuite, nous allons pouvoir aller dans la partie de paramétrage de la conception. Donc, un peu comme dans CEngineer, nous allons pouvoir paramétrer comment l'analyse va être faite et comment le contrôle va être fait. Donc, on a le choix entre un type de conception ou un type de contrôle. Et ensuite, on a le choix, est-ce qu'on veut utiliser la méthode A de l'Eurocode ou une analyse aux éléments finis? On choisit ici l'analyse aux éléments finis et je vais, pour l'analyse au feu, prendre une classe R60. Et comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, on peut également aller choisir le type de calcul et on peut aller dans le paramétrage d'une manière plus détaillée. C'est un peu comme dans CEngineer, on peut cliquer à côté d'un paramètre, ça ouvre le menu dédié et on va pouvoir voir tous les détails possibles et les ajuster si besoin. Ensuite, nous pouvons aller dans la partie ferraillage. Donc ici, on a la possibilité de rajouter un ferraillage utilisateur, de demander un ferraillage donné ou bien de supprimer un ferraillage existant. Nous verrons dans un instant comment appliquer un ferraillage manuel dans Frilo. Et il faut savoir qu'il y a également un lien qui a été développé entre B5+ et Allplan. Donc on peut déjà exporter le ferraillage créé dans Frilo vers Allplan. Donc dans chaque version, il y a des améliorations. Et donc, il y a déjà ce lien avec Allplan qui est disponible. Ensuite, nous allons dans le paramétrage des sorties et comme vous pouvez le voir, il y a une liste de paramètres qu'on peut cocher. Donc, on peut choisir ce qu'on veut montrer dans les sorties de la note de calcul. Donc, on va activer toutes les options dans cet exemple-là. Et ensuite, on va aller calculer le modèle et il va nous donner une première proposition avec 4 armatures de diamètre 14. Donc nous, on a besoin d'avoir au moins du diamètre 16, donc on peut proposer de les augmenter en cliquant sur augmentation. Et ensuite, on va pouvoir demander les contrôles. On voit ici le contrôle au feu. Et si besoin, on peut changer les paramètres et recalculer. Il va nous donner les nouveaux résultats à ce moment-là. Donc maintenant, on fait le calcul complet. On peut voir le contrôle en bas à droite. Les 4 Phi14 proposés sont suffisants pour le contrôle classique à l'EALU, mais ils ne sont pas suffisants pour la vérification au feu. Nous pouvons ensuite aller vérifier la note de calcul. Donc cette note, on va pouvoir la voir avec une sortie détaillée. Donc comme vous le voyez ici, il y a beaucoup de formules qui sont présentées, des tableaux complets. C'est un peu comme la note de calcul dans SIA, c'est très détaillé. Et on peut voir également en fait que c'est une note dynamique. Donc s'il y a une modification dans le modèle, on peut recalculer et voir la note mise à jour. Et vous voyez en rouge ici, c'est des remarques par rapport au contrôle au feu qui n'est pas vérifié. Voilà toutes les sorties possibles à ce niveau-là. Et on peut également demander des sorties graphiques avec des couleurs, comme on le voit à l'écran. On va avoir des sorties pour les efforts internes et également des sorties au niveau de la conception du ferraillage nécessaire. Nous allons revenir maintenant dans le menu principal et on va voir comment on peut appliquer un ferraillage manuel. Donc on a une liste de modèles de ferraillage qui peuvent être proposés. On choisit un modèle qui va permettre de valider le ferraillage théorique qui était nécessaire. On peut vérifier en temps réel que ce ferraillage est suffisant. Ce ferraillage-là est donc maintenant appliqué dans le modèle et nous allons pouvoir faire la vérification avec cette nouvelle configuration. Il suffit de relancer le calcul à ce niveau-là. Voyons ici la distribution de température obtenue. On peut relancer le calcul et cette fois-ci, on va avoir le contrôle qui est vérifié à la fois pour le contrôle classique et le contrôle au feu, comme vous le voyez avec la couleur verte en bas à droite. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui comme nouveauté dans la version 25 de CEngineer. Je vais maintenant laisser la main à mon collègue Loïc pour la suite de la conférence. Merci Tarek pour cette démonstration impressionnante et de nous avoir montré les nouvelles fonctionnalités de SIA Engineer 25.
Nous allons répondre à quelques questions qui ont été posées dans le chat pendant la démonstration. Et en attendant, nous nous préparons à la prochaine session où Nigel Rees va nous parler de autoconverteurs et de BIM+. Gino, les charges libres peuvent-elles être utilisées en combinaison avec une analyse harmonique? Oui, cela est possible, parce que dans le passé, il n'était pas possible d'utiliser que des charges nodales. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux développements, il est possible d'utiliser à la fois des charges nodales, des charges linéaires et même des charges surfaciques dans les cas de charges harmoniques. Merci Gino. Nigel, c'est à toi. Nigel, up to you. Hello everyone, and thank you for joining me. Today I will speak about some innovation called Autoconverter that we have developed at Allplan to ensure that engineers are able to effectively and efficiently create structural models from 3D physical geometry that is created in authoring tools such as Allplan and SDS2, for example. So my name is Nigel Rees, and I represent the Cloud Service Division here at Allplan. Within the Cloud Services Division, we are really responsible for adding value around our desktop products throughout the whole Allplan group of products, where one of those areas is automation of processes and integrated workflows. Also, we have many of these workflows spanning multiple disciplines. So this is no different for Autoconverter. And Autoconverter really is the key to presenting an open BIM workflows with structural engineers in mind. So in this short session, we will take a look at how we link a geometrical 3D model to a structural model, and a short number of steps required to do this, and then investigate some of the benefits of doing this. We will look at how the system is hosted, how we utilize the Autoconverter functionality to create the analytical model, and how we connect this with multiple other software programs. Autoconverter is our function for developing the analytical models, and this is hosted on our cloud-based model management platform called BIM+. Important to remember, we are showing a workflow here that has many advantages for the structural engineer, one of which is creating an analytical model quickly, but also all the features of a collaborative model management platform are also exposed to the user. BIM+ works as an independent collaborative environment that is able to accept data from any authoring tool at any point in the creation process, which means we are able to bring models together in a federated model environment. One of the added benefits of having services built around the BIM+ data environment then means that these services can be used with the data contained in that environment. Great news for Autoconverter, as this means that model data that comes from Allplan or SDS2 or any other authoring system can be used to construct an analytical model for structural analysis. Of course, the natural benefits of collaboration can also be achieved. So real-time collaboration by project stakeholders who are able to see the model history, investigate any changes through multiple revisions of the model, and report back on those changes. The creation of issues through our issue management function is also highly valuable, allowing the engineers, architects, and 3D modelers to understand where problems lie within a set of models and assign responsibility to manage the change. Within BIM+, we offer a very robust data environment that can be used, as I mentioned before, across many disciplines to connect data, efficiently manage that data, enhance communication, and build effective workflows to aid productivity, and to help us
reach the goal of digital delivery for our projects, including all disciplines involved. Further to that, we are able to bring quite advanced workflows on both the physical model representations that we host within BIM+, the analytical structural models, and bring in 2D documentation to support the derivation of a complete project model. We are able to represent drawing data within the 3D model environment for better understanding the status of the model against the drawings to be issued, as well as any clashes within the model that can be reported on, and then also an approval process which can be invoked to assign further responsibility within the team to approve any model changes. So we have complete visibility then on the process for the managed model. So let's take a little look at the autoconverter functionality that we've developed to aid the process of engineers from taking that 3D geometry model into a structural analysis model. So principally, autoconverter combines the 3D modeling process with structural analysis software. So if you are using Allplan for modeling, for example, and would like to have a managed environment for developing analysis models in SIA, for example, then this is a great option, a great environment to do that. Of course, then having it sitting within a hosted collaborative environment manages that process. It's a controlled environment for everyone involved. And one of the principal advantages of autoconverter is that it is entirely flexible to the needs of the engineer. It's an intelligent system that can recognize multiple formats. Of course, if there is a direct link to autoconverter, such as we have with Allplan, it's a fairly straightforward process to build an analytical model from the resulting data. But we do not limit ourselves to just this data. It's also possible for engineers to bring in IFC files directly into that process, either to so we can work in isolation on IFC files, or to bring IFC files in communication with models that have been directly brought in from other processes. So autoconverter clearly guides the engineer through a series of processes to derive a structural model, intelligently mapping cross-sections, materials, etc., as you go from one end to the next. Here at Allplan, we also developed a file format called SAF, so the structural analysis file format. So this provides a description of the model created in a human-readable format from within Excel. This is incredibly important. So as well as being human-readable, it also allows the engineer to make edits manually and bring those edits back into the managed workflow. SAF is well supported within a wide community of engineering structural analysis software, including both Frilo and SIA. So now we can take a look at autoconverter in a bit more detail. So here we see the managed environment that that I was describing earlier. So the model can often exist in the BIM+ environment, providing the user with, as mentioned before, the many tool sets available within this collaborative project. It's important as well for the engineer to be able to assess early on the validity of the model, check the dimensions,
and also interrogate the object properties within that model before anything is sent to autoconverter for further processing. So of course in BIM Plus it's also possible to edit properties, to update the attributes and perform a task commonly known as attribute management, but also to attach reports alongside the objects. So whether that is design data or drawing data, we can put any amount of attachments alongside the structural or the architectural information contained within that model. And again, as stated, if there are issues that we need to flag up to anyone else in the team, we're able to do that and then set the required responsibility and the due date for those issues to be resolved. So then when we move that model into the autoconverter environment, we have a number of steps that we need to follow in order to create a successful representation of the model for structural analysis. So that is essentially in the first mode, we need to clean up the model. So we need to take anything out of that model that doesn't really conform to a structural element, such as grid objects that may come along from axis definition when creating a model, and anything that we feel is not required for structural analysis. That may be a pure architectural item that's not defined as potentially a load-bearing object. And then once we've done that, we of course can set up a bunch of filters that allow us to make that cleanup process easier in the future. And then once we've cleaned up that model, we're not deleting any objects. They just get removed from the process, and we can see that they already still exist within that model. So on the first pass of recognizing the objects, the autoconverter will now make an assumption and recognize the objects as either 1D elements and assign a type. So whether it assumes the objects to be beam or column, of course you're able to go in and change that. But autoconverter now needs to establish what the section geometry is and what the materials are. So the first pass on actually creating that analytical model is to do something called go through the recognition phase. So we recognize the model. So there's nothing joined at the joints there. So it's not a complete structural representation, but at least now the cross-sectional geometry is recognized. The materials are now mapped across the databases, and it understands what type of model it is. Now the next job is to say, okay, I need to join this model together so that I get that continuity across the frame and across the surface elements, so that I can run this model successfully within the structural analysis tool. So that we call alignment. And once we've done that and gone through the various options, we can see that we're presented back with a good model with continuity across all the interfaces, slabs and walls joined together, beams and columns joined together. So we're safe in the context that we can now send that model across into a structural analysis tool, in this case SIA. But we can also export that representation of the analytical model back to our host environment, BIM Plus, so it becomes part of the project environment. So we can effectively now start to make the history of that model straight away. So then, of course, we want to analyze this. So at this point, we
we now switch across to our structural analysis tool, in this case SIA, which is SIA and Freelo can be used at length with the integration with AutoConverter. But now what we're going to do is retrieve the model that we've saved back into BIM+ and bring that directly into the SIA analysis tool. So we're creating that association between the two platforms. So that means that whatever we do within SIA, any changes that we make, we can represent those changes and go through those approval processes within BIM+, so everyone can look and review. So within this process, we see that AutoConverter is a really good step towards transferring models from Allplan or multiple other CAD applications to SIA Engineer. It only takes a few steps to create the finished analysis model, and you save a lot of time when creating analysis models and therefore more time for calculation. I think it's also important that we can build up a set of different models. So if you need to do some testing and build a model in AutoConverter that's representative of a linear static model, we can build that and archive that back in the BIM+ environment for further usage. And we can also create a different model for dynamic types of analysis, where we might put more offsets in there or different loading types and that sort of thing, and build that into our revision process as well. So that's it, a very short overview of AutoConverter and how it plays a part in the development of structural analysis files within SIA Engineer. Thank you very much for your attention, and have a nice day. Merci Nigel pour cette présentation enrichissante sur AutoConverter et BIM+. Nous allons maintenant rentrer dans notre phase de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nos experts SIA sont présents et pourront répondre à toutes vos questions. Ce sera une bonne façon d'en apprendre plus sur les nouvelles fonctionnalités de SIA Engineer 25. Gino, la première question est concernant le matériel d'apprentissage sur les phases de construction, de la conception et des vérifications. Qu'est-ce qui est déjà disponible pour nos ingénieurs? Alors, tout d'abord, nous disposons déjà d'une documentation en ligne sur les phases de la construction disponible sur notre site d'aide en ligne. Il s'agit de help.sia.net, où vous trouverez déjà de nombreuses informations sur la fonctionnalité, mais aussi sur les contrôles et les matériaux pris en charge. En outre, un webinaire est également prévu qui portera sur l'application des phases de construction des bâtiments à plusieurs étages. Gardez donc un œil sur notre site web et nos bulletins d'information pour cela. Très bien. La deuxième question. Est-ce que la charge peut être appliquée en fonction d'une forme modale spécifique dans une analyse harmonique? Oui, en effet. Vous pouvez d'abord effectuer une analyse modale pour déterminer vos formes modales et ensuite assigner une forme modale spécifique à votre analyse harmonique. D'accord. Nous venons d'assister à la présentation de Nigel sur AutoConverter et BIM+. C'est l'une des mesures que nous avons prises après la fusion avec Allplan. Qu'en penses-tu? Alors, je suis très enthousiaste à propos de la synergie et de la fonctionnalité de collaboration entre nos produits. C'est quelque chose qui permet aux utilisateurs d'avoir des possibilités de conception supplémentaires. Et ça, c'est une très bonne chose. Très bien. Alors que notre conférence touche à sa fin, j'aimerais prendre un moment pour vous remercier toutes et toutes de votre participation active et de votre engagement. Vos questions et vos commentaires ont rendu cet événement beaucoup plus éclairant et précieux. J'espère que les présentations et les discussions d'aujourd'hui vous ont permis de mieux comprendre comment SIA
s'engage à unifier précision et performance dans nos solutions logicielles. Notre objectif est de vous fournir en permanence des outils précis, efficaces et performants, et nous espérons que cette conférence a permis de comprendre comment nous nous efforçons d'y parvenir. Nous remercions tout particulièrement nos intervenants aujourd'hui, Jade, Marco, Tarek et Nigel, pour leur présentation instructive et perspicace. Et bien sûr, à nos experts SIA qui ont répondu inlassablement à vos questions dans le chat. Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez obtenir davantage d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous aider. Merci encore de vous être rejoints à nous aujourd'hui. Nous attendons avec impatience de vous voir lors de nos prochains événements. D'ici là, prenez soin de vous et passez une excellente journée.